Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Comme chaque vendredi, c'est jour d'Émilie, évidemment. Quel bonheur de retrouver Émilie Kovacs. Quelle immense joie, Bonjour. Thomas. Toujours fondatrice et rédactrice en chef d'Ecopo, média expert de l'économie. EKOPO.fr, l'économie positive. D'accord, mais je vais peut-être pouvoir finir mes phrases quand même. Merci beaucoup. Allez, comme chaque vendredi, on vous propose aussi le grand entretien. Aujourd'hui, c'est Céline Puff-Ardichvili, cofondatrice de l'agence de RP Look Sharp, co-signataire du livre L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Elle participera à notre débat sur les freins à dépasser pour devenir justement entreprise contributive. Elle sera accompagnée de Fabrice Bonifay, directeur RSE et QSE du groupe Bouygues et président du C3D. Enfin, dans Smart Ideas, Arnaud Lancelot, cofondateur, directeur général de Cosy. Cosy, c'est une marque de cosmétiques zéro déchet qui se lance dans le vrac. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien et c'est tout de suite. Bonjour Céline Puff-Ardichvili, bienvenue. Bonjour, merci Thomas. Heureux de vous retrouver. Vous êtes donc co-signataire avec Fabrice Bonifay qui nous rejoindra tout à l'heure de ce livre L'entreprise contributive, concilier monde des affaires, limites planétaires. Il sort chez Duno le 14 avril prochain. Déjà, on peut démarrer par une définition. C'est quoi une entreprise contributive ? C'est une très bonne question et c'est une entreprise qui contribue positivement à son écosystème. Alors, on a tendance à confondre activité économique et impact positif. Une entreprise qui dirait je crée des jobs, je produis de la valeur pour mes actionnaires, on se dit c'est déjà pas mal. Et en fait non, ça suffit plus. Le paradigme a un petit peu changé. De contribuer à l'économie, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Aujourd'hui, on a les deux autres piliers qui s'invitent très fortement dans l'actualité, qui sont l'environnement et le social et le sociétal. Et c'est sur ces volets-là maintenant qu'il va falloir contribuer positivement. C'est beaucoup plus difficile, mais certains le font. C'est tout l'objet du livre. Oui, vous l'avez écrit pour mettre en avant ceux qui le font d'une certaine façon. C'était ça la démarche ? C'est ça. Alors la démarche, nous, on n'a vraiment rien inventé. Il faut qu'on soit un peu modeste sur le sujet. On était dans l'observation depuis quelques années de certains entrepreneurs qui ont dit des positive natives, qui identifient un vrai besoin plus de société qu'un besoin financier immédiat et qui l'adresse. Et puis, on a vu des grandes boîtes prendre des virages sur l'aile, tenter des changements avec difficulté d'ailleurs. Et c'est ça qui nous interpellait. Et dans nos métiers, on se posait la question, et qu'est-ce que nous, on fait finalement en tant que salariés ? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un peu compris, qu'on a un petit peu lu les résumés du GIEC, et qu'on voit d'ailleurs, parce que c'est ça le grand déclencheur, c'est qu'aujourd'hui, les effets climat, les effets sociétaux se voit avant. On les ressent. On les ressent, même dans nos villes, même à notre échelle. Donc ce livre, ça a été une observation. Essayer d'en tirer une méthode. Alors, encore une fois, on n'a rien inventé, c'est de l'observation et donc une méthode empirique. Mais si certains le font, que ça marche, on essaie de trouver des dénominateurs communs, des points communs. Qu'est-ce qu'ils font, sur quel front, à quelle vitesse, et finalement, il y a des points communs. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en avant. Voilà. C'est un livre qui découle d'un blog que vous avez entamé sur ce thème-là, l'entreprise contributive, déjà depuis quelques années. Oui, ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans. Alors c'est effectivement, Fabrice et moi, on se connaît depuis une bonne dizaine d'années. On a commencé à parler d'un livre. À ce moment-là, j'ai fait wow, un livre sur l'entreprise contributive. On va demander aux gens de contribuer. C'était une manière de repousser un petit peu l'échéance et surtout d'écouter ce qui se disait, parce que le terme, il n'est pas de nous. Il commençait à sortir. On en a entendu parler. Contribuer comment et justement, on a commencé contribuer comment. Ce qui est difficile, c'est de commencer justement, c'est de savoir par où commencer à contribuer. Parce que c'est exactement ça. Je pense que maintenant, les constats, ils sont largement partagés. Il y a toujours les sophismes et ceux qui prétendent lancer une énième étude pour vérifier les impacts. Non, c'est bon. Les impacts sont là. Donc, la difficulté, ensuite, c'est le comment. Et dans le comment, il faut tout faire en même temps. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Il faut convaincre, il faut embarquer. Donc, il faut aligner
aligner plein de planètes, comme dit souvent Fabrice. Et finalement, qu'est-ce qui meut l'individu, nous, au quotidien? C'est l'envie. Donc on s'est dit, si on montre des exemples de gens qui font et qu'on explique un peu comment ils font, ça donnera envie. Si vous deviez donner un conseil, justement, par où commencer, vous diriez quoi? Alors déjà, ne pas se voiler la face. Premier truc, c'est essayer de lire le journal, de se dire, mais en fait, où on va? Voilà, sortir de sa petite bulle. Ce qui manque le plus, et ce qui fait défaut, c'est pas que les entreprises, hein, c'est tout le monde, c'est finalement la compréhension globale et finalement toutes ces interactions, c'est d'où le succès des fresques du climat. C'est bien pour montrer que tout est lié, etc. Donc c'est d'abord ce qui manque, c'est comprendre, et ensuite, effectivement, quand on est entrepreneur... Pardon de vous interrompre, est-ce que ça suppose de faire une sorte d'audit RSE de son entreprise avant de se lancer? C'est ça, il faut la première phase. C'est le début. Alors la RSE ne suffit pas, parce que la RSE, c'est la compliance, la RSE, c'est bien voir où on est responsable et de quoi. Mais ensuite, dans la transformation, la RSE n'est pas encore ne transforme pas. Ce qu'il faut, c'est effectivement, en entreprise, se rendre compte de tout ce qu'on fait pas bien pour moins faire pas bien. Mais pour passer ce niveau zéro et faire bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut changer les modèles d'affaires. C'est beaucoup plus difficile. Donc, le premier constat, c'est de comprendre que c'est pas l'économie qui gouverne notre monde, c'est les écosystèmes, c'est la physique. Une fois qu'on a intégré ça, alors on se dit, finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans mon modèle d'affaires? Le sujet de la raison d'être est très intéressant parce qu'il fait se poser des questions. Qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas? Justement, ce qui est difficile, c'est d'avoir des outils, des outils de mesure, des repères, justement, pour savoir où aller. Est-ce que vous donnez ces clés-là dans le livre, justement? Oui. Pour qu'on puisse un petit peu accompagner ces entreprises qui ne savent pas trop sur quoi se baser, parce que c'est du cas par cas, en fait. C'est un peu ça la difficulté. Oui. C'est qu'on essaie de copier un peu le voisin, même si... on n'est pas sur les mêmes secteurs d'activité, pas sur les mêmes métiers. Les mêmes enjeux, les mêmes enjeux. Ouais. Non, c'est vrai. Mais il y a un dénominateur commun à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la mesure de la performance, elle se fait sur des KPI comptables qui sont un peu hors sol. On fait exprès de ne pas compter ce qui ne nous arrange pas. On ne compte pas les dégradations. On ne met aucune provision pour restauration des sols, de l'air pur, etc. La liberté d'entreprendre, aujourd'hui, ma liberté d'entreprendre, elle peut être d'extraire, mais jamais de réparer la liberté des autres à ne pas pouvoir respirer comme il faut. Ça, c'est ça, en fait, un des KPI majeurs à changer, c'est l'immatériel. Comment mesurer tout ça? Le jour où ça rentre dans les bilans comptables, et il y a des tas d'expérimentations en ce moment sur la comptabilité intégrée, ça va un petit peu révolutionner, en tout cas, l'ordre du CAC 40, parce que les entreprises aujourd'hui qui gagnent le plus, c'est celles qui réparent le moins, puisqu'elles éludent... alors là, on parle des grandes entreprises, mais... Ça veut dire de ne pas compter la même chose, pas les mêmes KPI. On va revenir évidemment sur toutes ces thématiques avec Fabrice Bonifay dans quelques minutes, mais je voudrais qu'on parle aussi de votre travail au sein de l'agence Look Sharp. Quand vous accompagnez les entreprises dans leur communication, comment vous appliquez justement les principes qui sont les vôtres depuis des années? Oui, alors c'est drôle parce que quand on dit qu'on est dans une démarche de raison d'être pour une entreprise. C'est Elisabeth Laville aussi qui dit ça, il y a des renoncements. Forcément, quand on prend conscience de ce qu'on fait, il y a des renoncements. Moi, dans mon métier, il y a des années, un jour, j'ai pris conscience que je faisais du greenwashing. Et aussi, j'ai pris conscience qu'il y avait des clients pour lesquels j'avais aucune envie de travailler. C'est-à-dire, je me disais, ce modèle-là, c'est pas un modèle auquel j'adhère. Donc, un jour, j'aimerais servir des entreprises qui ont un modèle, certes, pas parfait, personne n'est parfait, mais au moins j'y crois et je me dis, tiens, ça a du sens pour la société. Donc, le jour où vous mettez ça en place, donc ça c'est notre façon un peu moins formelle que pour une grande entreprise d'avoir une raison d'être. Donc aujourd'hui, on est une agence des transitions, on essaye d'accompagner les transitions, ça veut dire des clients qui soit eux-mêmes portent les transitions pour les autres, soit qui eux-mêmes sont sur ce voyage, mais ça veut dire qu'ils ont pris conscience, établi un chemin,
honnêtement et avec transparence, ils savent où ils en sont, ils sont prêts à le dire et on est prêt à montrer une vision. Donc c'est ça. Oui, donc ça veut dire que vous bannissez pas certains secteurs d'activité. L'important c'est le chemin. C'est le chemin. Mais vous bannissez des entreprises. Alors, certes, et je ne les citerai pas, mais oui, bien sûr, il y a des entreprises pour lesquelles on n'aurait pas envie de travailler et parce qu'en plus, je pense qu'on ne ferait pas du bon boulot. Enfin, moi, depuis que j'ai pris ce contre-pied, je pense que on fait du meilleur boulot, on se challenge énormément, on se remet en question. En se permettant de questionner nos clients, ils nous mettent aussi au pied du mur. Alors, proposez-nous mieux, comment est-ce qu'on peut faire, ni faire du greenwashing, ni faire du green hiding, pour présenter réellement ce qu'on fait bien. Ça nous fait tous progresser. Donc, dans nos métiers, pour mon métier RP, qui peut avoir mauvaise réputation, je pense qu'il y a du boulot à faire. Aujourd'hui, c'est la journée contre la pub. Je pense qu'en communication, on a pas mal de questions à se poser. Donc, on se les pose. Moi, dans mon métier, ça se traduit comme ça. Parce que mon impact en agence, il n'est pas dans est-ce que mes salariés prennent le vélo pour aller bosser. Il est dans pour quelle boîte on travaille et quel modèle d'affaires et de société donc on prône. Finalement, ce qui passe dans les journaux finit par rentrer. Voilà. Et on continue d'en débattre et on va approfondir ce que vous avez commencé d'aborder, les freins à dépasser pour devenir une entreprise contributive. On n'a pas dit que ça allait être simple. Quels freins les entreprises doivent-elles dépasser pour justement devenir une entreprise contributive? C'est le thème de notre débat du jour avec, pour en parler, toujours Céline Puf-Ardichvili et le cofondateur, le co-auteur du livre, Fabrice Bonifay. Fabrice Bonifay, bonjour. Le directeur RSE et QSE du groupe Bouygues et président du C3D. C'est ça. Merci de nous rejoindre. Développement durable du groupe Bouygues. Développement durable. Et QSE aussi, oui. Mais pas RSE. Mais pas RSE du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Commençons par là, allez. Oui, parce que nous, la notion de RSE, c'est respecter la loi, et toute entreprise doit respecter la loi, c'est le socle universel, etc. Puis le développement durable, c'est un oxymore. Est-ce qu'on va arriver ou non à se développer durablement en respectant les limites planétaires? C'est tout l'objet du livre. Et moi, je pense que c'est ça le vrai enjeu. C'est arriver à se développer sans détruire, sans être prédateur de ressources, alors, comme on l'a été. Quels sont les freins, Fabrice? Oh là là, il y en a plein. Premier, c'est l'ignorance. Mais ça, c'est de votre faute. C'est la faute des journalistes. Je ne savais pas qu'on allait se faire engueuler. Voilà. On l'avait dit qu'on dirait pas ça. Pourtant, dans cette émission, on essaye de faire la chose. Sauf vous, bien sûr. Ouais. Mais d'une façon générale, je pense qu'on a véhiculé dans la tête des gens beaucoup de sophismes, de fausses idées. La technologie va nous sauver. On va toujours trouver des nouvelles ressources. On ira les chercher sur Mars, sur Saturne, sur Pluton, etc. Mais on va être, je pense, et on est en ce moment en train d'être rattrapé par un principe de réalité, c'est que c'est pas ça qui va se passer. Et quand on dit que les énergies renouvelables vont remplacer les énergies fossiles, ça va pas être si simple que ça. Que l'hydrogène va remplacer le pétrole, oui. Dès qu'on commence à compter un peu, dès qu'on commence à réfléchir un peu sur la façon dont ça va se passer, on se dit c'est pas ça qui va se passer en réalité. Ne serait-ce que des histoires d'énergie renouvelable. Quand on regarde quel est le mix énergétique mondial aujourd'hui, il y a 83% carboné, de dire oui, on va remplacer tout ça par des éoliennes et des panneaux solaires. Avec des métaux rares. Mais même au-delà des métaux, c'est que ces convertisseurs, et c'est très bien les énergies renouvelables, mais il faut les fabriquer. Ouais, c'est ça. Et pour les fabriquer, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas éternel. Au bout d'une vingtaine d'années, 25 ans, les panneaux solaires, il faut les changer, donc il faut en refabriquer d'autres. C'est pareil pour les éoliennes. Et il faut que les riverains les acceptent. Et en plus, il y a l'acceptabilité. Sur l'éolien en mer, etc. C'est pas ça. Parler de sobriété, c'est ça. Voilà, tout ça pour ne pas parler de dire qu'il faut qu'on réinvente un nouveau modèle de société. Et c'est ce qu'on a essayé avec Céline d'expliquer dans le bouquin, c'est qu'il faut arriver à faire du business rentable, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de durabilité, mais en étant conscience des limites planétaires, parce que la planète, il n'y en a qu'une. Les exoplanètes, oui, sans doute qu'on ira un jour, mais... c'est quoi les, très, très loin. Les limites planétaires, c'est quoi? C'est les ressources en eau, notamment, c'est toutes les ressources naturelles, du coup. La planète est ronde. Enfin, je sais qu'il y a une partie des Américains, et peut-être Donald Trump, qui pense que la planète est plate, que le lait chocolaté provient des vaches marrons. Enfin, il y a des gens qui pensent ça, puis même en France, d'ailleurs. Donc, lisez le livre, voilà. vous apprendrez que... Sur les vaches. Mais c'est vrai, je crois qu'il y a 17% des Américains qui pensent ça. Mais c'est pas ça la vérité. Alors Céline, si on rentre un peu si on ouvre le capot, par exemple le bon vieux modèle d'économie linéaire, je produis, je consomme, je jette, est-ce qu'il est dans les faits toujours finalement encouragé?
Oui, je pense qu'il est encore encouragé parce que fiscalement, économiquement, légalement, rien ne nous décourage à le faire. Mais si vous faites une vraie introspection, donc ce dont on parlait là, chercher sa raison d'être, donc en quoi mon entreprise bénéficie-t-elle au bien commun et en quoi mon entreprise est-elle néfaste, alors on se rend bien compte qu'on ne peut pas tirer on est tous les ans, sauf l'année 2020, on est de plus en plus en avance sur les limites planétaires avec le Earth Overshoot Day. Là. Donc en gros, à un moment donné, on doit se poser la question d'une économie plus circulaire et elle est encore marginale, mais certaines grosses boîtes l'expérimentent avec la réparabilité, la seconde main, etc. Et là, vous construisez, vous concevez différemment. Vous devez penser solidité, éco-conception, sourcing, et du coup, vous changez votre offre. Parce que vous êtes dans une notion de service avec vos clients, vous voulez leur plaire sur le long terme, vous voulez qu'ils vous recommandent, pas juste qu'ils vous achètent parce que c'était pas cher et qu'ils vous balancent le lendemain. On renverse le modèle. Et ça, du coup, il faut que ce soit porté par le dirigeant. C'est un des autres freins majeurs, selon vous, la gouvernance, le management ? Oui, et ça fait partie de l'ignorance. Mais effectivement, la gouvernance, c'est qui pilote, qui gouverne. Si vous avez un COMEX endogame, au bout d'un moment, il décide toujours pour des gens qui leur ressemblent. Et ça ne ressemble pas au bien commun. Il y a ça et il y a qui finance et qui espère récolter les fruits. Et ça, quand vous avez une logique de court terme, c'est pas la même chose que quand vous avez une entreprise familiale ou des salariés associés aux bénéfices. Donc, il y a une question de gouvernance très forte et de relation au profit. Oui. Donc là, on identifie quelques freins. Si on doit creuser encore les solutions, même si vous l'avez abordé tout à l'heure, Fabrice Bonifay, quelles solutions vous voulez mettre en avant ? Sortie du livre. Oui. Donc la principale solution, le cœur du réacteur, c'est dis-moi comment, je l'ai déjà dit ici, je crois, dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. C'est le modèle d'affaires. Donc tout passe par le modèle d'affaires. Donc aujourd'hui, on a des modèles d'affaires qui sont prédateurs de ressources et qui ne réparent pas ce qu'ils utilisent comme ressources. Je crois que ça a été expliqué par Céline dans l'histoire de la comptabilité triple capital. Et pour aller vers des modèles d'affaires contributifs, il est absolument indispensable d'avoir une approche où on va faire durer le plus longtemps possible le produit ou la solution qu'on souhaite proposer à ses clients. Et donc, forcément, probablement que dans les entreprises de demain, celles qui vont adopter ce modèle-là, parce qu'il n'y a pas d'autre modèle possible compte tenu des limites planétaires, eh bien, on va rentrer dans une logique d'usage. On va vendre de l'usage. Voilà, les entreprises vont être de vendeurs d'usage de produits et de partage de ce même produit avec plusieurs typologies d'utilisateurs en fonction de la chronologie de la journée. Il y en a qui l'utiliseront le matin, le soir, l'après-midi. Donc, on va rentrer dans une espèce de grande économie servicielle. Et c'est très bien. C'est très bien, mais on n'a pas le temps. Si on prend l'urgence des limites planétaires, justement, qui chaque année sont un petit peu repoussées, avancées dans l'année, comment on fait ? Parce qu'on a besoin de temps, les entreprises ont besoin de temps pour changer d'un côté, et d'un autre côté, la planète, on sent bien que... Non, mais il y a des plans, il y a un plan Marshall à faire dans tous les secteurs d'activité, dans l'agriculture, dans le BTP, dans l'industrie textile, l'agroalimentaire. Ça veut dire quoi ? Que le gouvernement, il faut qu'il aille les gouvernements, on est tout seul à y aller. Les gouvernements, c'est un Big Bang qu'il faut pouvoir créer, parce qu'il nous reste quand même très peu de temps avant les phénomènes d'emballement. Et cette économie de l'usage, dans le bouquin, on explique qu'il y a quand même déjà des entreprises qui utilisent, y compris des grosses entreprises d'ailleurs, et ça fonctionne. Personne n'achète une vache pour boire un verre de lait. Ça choque personne. Cette économie de l'usage, il faut la rendre désirable aux yeux des consommateurs. Bon, eh bien, je pense que petit à petit, on va pouvoir s'habituer à ça, mais il faut avoir des exemples. Et dans le bouquin, on a voulu citer des exemples. Alors justement, Céline Pufferdichvili, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile pour une grande entreprise ? Est-ce que la question de la taille de l'entreprise joue ? Ah oui, bien sûr, mais ça, c'est Fabrice qui bosse pour une grosse entreprise qui pourra le dire. Mais bien sûr, la taille joue parce que justement, il y a ces sujets de gouvernance et de relations au profit qui sont très importants. Mais en revanche, une grosse entreprise a les ressources pour lancer des POC, donc des tests, des exemples, une équipe projet, faire des essais, parce qu'il faut procéder par itération. Une petite entreprise, elle va naître autour d'un modèle d'affaires, elle ne va peut-être pas pouvoir en changer au bout de 2 ans si elle s'est plantée. Une grosse, elle peut faire des tests, des essais, changer la roue en roulant, commencer à générer un peu de profit en finançant ces tests,
reparle l'économie du monde d'hier. Donc c'est bien financer demain, c'est bien ce que doit faire une boîte, c'est regarder un peu ce qui va être utile et désirable demain. Et moi je pense, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, que le consommateur, citoyen, il commence à mettre les choses les unes en face des autres. Il y a un problème de confiance dans les marques, dans les entreprises en général. Aujourd'hui, quand on achète un truc, on sait qu'on est en train de se faire entuber quelque part. Donc cette confiance avec une boîte qui va dire effectivement mes produits maintenant ils sont de meilleure qualité et je le sais parce que j'ai intérêt à ce que vous me les rameniez moins pour que je les répare. Une confiance va se créer et ça, je pense que ce qui fait ça, switch-là... par exemple, comme vous donnez des exemples. Rico. Rico fait ça. Seb le fait. C'est un des premiers, ça fait plus de 10 ans. Interface, fait. Et dans les grosses boîtes, ça commence à c'est pas arriver. des petites boîtes, ça, c'est des grosses boites. Des boîtes internationales. Et donc c'est plus dur chez Bouygues, par exemple? Non, mais nous, on est une grosse entreprise. On ne change pas un corps social de 120 000 personnes comme ça dans 70 pays ou 80 pays, c'est pas possible. Vrai qu'il faut des années, bien sûr. Donc on a des concepts de nouveaux produits, et comme l'a dit Céline, c'est l'ancien monde qui va financer le nouveau monde. Voilà. Donc le but, c'est pas de stigmatiser ce qui s'est fait avant. Voilà, c'est fait, ça s'est fait. Maintenant, il faut l'accepter. De toute façon, ça s'impose à nous. Ce qu'il faut, par contre, c'est les ressources qui nous restent encore, le temps qui nous reste encore, ça doit être un levier pour basculer, pour aller vers ces nouveaux modèles. Voilà, on a 10 ans, on a une génération, pour se transformer, parce que si on n'y arrive pas, c'est quand même un avenir détestable qu'on va laisser à nos enfants. Alors moi j'aimerais bien quand même dire, on n'arrête pas de dire on a 10 ans, 2050, etc. C'est pas l'avant-veille qu'il faut s'y mettre, parce que là, par exemple, depuis qu'on a tous, enfin pas tous, signé l'accord de Paris, c'est rien passé. En fait, ça continue à monter comme ça. Donc est-ce que tout le monde... alors je suis d'accord, il y a avec la crise de la Covid, on a un petit peu... Oui, mais il y aura un effet rebond. Il va y avoir un effet rebond. Et puis on n'a pas changé le modèle. Et puis c'est subi. Oui, ça va redémarrer très fort et avec les principes si on n'a précédents. pas changé le modèle, ça repart comme avant et donc ça n'a pas de sens parce qu'en plus les gens se disent là, on a tellement souffert, on a besoin de revivre, mais une sobriété choisie et une sobriété subie, c'est pas du tout la même chose. Il vaut mieux la choisir, quoi. Voilà, à bon entendeur. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires, qui sort donc chez Duno. C'est le 14 avril prochain. À bientôt dans Smart Impact. Tout de suite, Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Arnaud Lancelot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes cofondateur, directeur général de Cosy, marque de cosmétiques. Quand et avec quelle idée surtout vous l'avez créée? J'ai effectivement lancé Cosy, une marque de soins cosmétiques, avec mes 2 associés en 2017. Il faut voir que à l'époque déjà, on entendait de plus en plus, on lisait de plus en plus des phrases comme consommer c'est mal, produire c'est mal, voyager c'est mal, etc. Nous, ce qu'on veut clamer haut et fort, c'est que non seulement c'est anxiogène, mais en plus c'est faux. On peut parfaitement, en faisant les bons choix, mieux produire, mieux consommer, mieux voyager, mieux vivre, en fait. Et c'est exactement, en fait, ce qu'on prône avec notre démarche Cosy, c'est-à-dire, on va répondre à tous ces consommateurs qui sont en quête de plaisir, de bien-être, évidemment, avec des produits sains et efficaces, mais également d'un engagement puissant. C'est ça, un engagement zéro déchet. Exactement. Vous lancez dans le vrac, mais il n'y en a pas beaucoup dans Tout à les fait. marques de cosmétiques qui se lancent dans le vrac. Expliquez-nous. C'est très innovant. Alors effectivement, sur l'engagement, il y a aussi la formule elle-même, très rapidement, qui est naturelle et bio. Donc on va travailler sur des produits efficaces, sains, qui sont dans cette démarche de durabilité également. Avec des produits qui viennent de France, du coup? Principalement des ingrédients. Alors tous les produits viennent de France, les ingrédients principalement de France. Pas tous, mais... C'est impossible quand on fait de la cosmétique d'avoir tous les ingrédients qui viennent de France. Mais une grande quantité, Ouais. une très grande quantité maximale. Et effectivement, c'est pas évident. Mais il y a des super ingrédients en France, comme par exemple, sur cette crème légère visage, on a le gel de lin hydratant et l'huile de prune nourrissante, antioxydante, 100% français. Et évidemment, vous le disiez, il y a tout ce qui va autour dans la durabilité. C'est-à-dire que nous, tous nos soins sont dans des flacons, dans des pots, qui sont en verre et donc rechargeables à vie. On est dans cette démarche où on ne va plus jamais jeter l'emballage. Alors ça marche comment le vrac? Comment vous appliquez ça au domaine des cosmétiques? Oui, alors on a 2 solutions. Il y a une solution qu'on appelle la consigne et l'autre qui est plus effectivement la recharge vrac. La consigne, c'est traditionnel. On a 300 points de vente où
Le consommateur va payer 1,50 € de plus pour son flacon, son pot. Il va pouvoir le rapporter et nous, on le récupère et dans des conditions d'hygiène cosmétique, on va pouvoir le laver, le remplir, le remettre sur le marché. L'autre solution, effectivement, qui est extrêmement innovante, et c'est là qu'on se dissocie beaucoup, on a développé une machine qui s'appelle la doseuse, qui est déployée dans 50 points de vente, un peu plus de 50 maintenant dans toute la France, qui va permettre cette fois-ci au consommateur, avec un flacon vide, de remplir son flacon, le recharger, la quantité qu'il veut. Donc on a la juste dose, on ne jette plus, économie circulaire, et on ne gaspille plus puisqu'on prend que la quantité dont on a besoin. Ça veut dire que vous avez mis au point une machine qui elle-même va remplir vos propres produits, c'est ça? Exactement. Innovation mondiale, brevetée, et effectivement qui est hyper innovante et qui permet en plus aux consommateurs d'être dans cette action ludique, engagée, qui est très fidélisante, évidemment. Et vous êtes où exactement, cette machine-là, dans les réseaux de distribution On est effectivement dans, je disais, un peu plus de 50 points de vente. Il y a un peu tout. Alors, il y a beaucoup d'épiceries de centre-ville qui sont des petits magasins, souvent dédiés au bio, dédiés au vrac, et de plus en plus dans des canaux accès beauté, comme par exemple, on a notre corner au BHV ou d'autres points de vente dédiés à la beauté. Partout en France? Oui, tout à fait. Quand vous avez créé la marque en 2017, est-ce que vous étiez un peu seul sur ce créneau qui, depuis, on a reçu pas mal d'initiatives dans cet esprit, et depuis se charge de concurrents? Comment vous vivez ça? Effectivement, mais nous, on trouve que c'est bien et on l'encourage. C'est-à-dire, on trace notre voie, on est en très forte croissance et on est très heureux avec ça. Et on innove constamment. Donc là, on va lancer la dosette, qui est une machine plus petite, plus compacte, qu'on va pouvoir déployer encore plus massivement pour des produits moins sensibles. Mais l'idée aussi, c'est d'embarquer toute l'industrie vers cette nouvelle voie qui nous paraît plus durable. Donc, très concrètement, les concurrents qu'ils font, on trouve ça super. Et même, on essaye, même à notre échelle, d'embarquer des grandes marques dans l'aventure, puisqu'on a déjà conseillé, accompagné les grandes marques en leur proposant des solutions de machines de vrac réutilisables. Comment vous voyez la suite, les projets pour cette année et pour les années à venir? Nous, on continue de déployer notre gamme pour avoir une routine de soins complète et pour que le consommateur puisse avoir tous ses besoins remplis et qu'il puisse être donc rechargeable. Donc on va à fond dans cette direction et c'est ce que je vous disais, toujours en innovant sur les produits bien sûr, mais aussi sur les machines. C'est important que la doseuse, je vous le disais, est dans des points de vente à forte fréquentation, avec des produits sensibles. Il faut aussi qu'on puisse aller un peu plus massivement dans des canaux de distribution sur des produits moins sensibles, où on va pouvoir être plus dans toute la France. Et un petit mot sur les ingrédients alors que vous avez dans vos cosmétiques? Oui, donc beaucoup je vous disais, d'origine française. On va systématiquement mettre à l'honneur des ingrédients stars. Donc je vous disais tout à l'heure l'huile de prune. Je vais prendre l'histoire du gommage. Mais alors très vite, parce qu'il nous reste 10 secondes. Gommage visage qui me plaît beaucoup. Oui. L'huile de prune, et qui vient d'Agen. On extrait le noyau, on extrait l'huile de prune et on pile le noyau pour avoir l'exfoliant naturel. Il faudra tester, Thomas. Bah oui, sûrement. Merci beaucoup. Bon vent à Cosy. Merci Émilie. On se retrouve Merci, Thomas. vendredi prochain. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Bon week-end à toutes et à tous. Sur la chaîne des Audacieuses. Et les audacieux.